Et si je vous disais que deux simples innovations agricoles, apparues au Moyen Âge, ont multiplié les récoltes, nourri des millions de personnes et ouvert la voie à la puissance de l'Europe médiévale? La charrue lourde et la rotation triennale ne sont pas de simples outils paysans. Elles ont changé le destin du continent. Au premier abord, une charrue et un système de culture peuvent sembler anodins. Pourtant, l'adoption de la charrue lourde, capable de retourner les terres lourdes du nord de l'Europe, et la mise en place de la rotation triennale, permettant d'alterner cultures et jachères, ont bouleversé l'agriculture. Entre le XIe et le XIIIe siècle, ces innovations ont entraîné une véritable révolution silencieuse, augmentant les rendements, favorisant la croissance démographique et soutenant l'essor des villes et du commerce. Mais comment deux techniques agricoles ont-elles pu avoir un impact aussi gigantesque? Pendant l'Antiquité et le Haut Moyen Âge, l'outil principal pour travailler la terre en Europe était l'arère, une charrue légère, sans versoir. Adaptée au sol méditerranéen, relativement sec et meuble, elle incise la terre mais ne la retourne pas. Si elle convient aux champs sablonneux ou limoneux du sud, elle est totalement inefficace face aux sols argileux et lourds du nord de l'Europe, particulièrement fertiles mais difficiles à exploiter. Ces vastes plaines, riches mais inaccessibles, restaient en grande partie inutilisées. L'innovation de la charrue lourde, apparue entre le 8e et le 9e siècle dans les régions germaniques, change radicalement la donne. Équipée d'un soc métallique tranchant, elle entaille profondément le sol. Son coutre vertical ouvre la terre, et surtout son versoir en bois puis en fer retourne complètement la motte. Ce système permet d'aérer le sol, de briser les racines et d'enfouir les mauvaises herbes, rendant les champs plus productifs. Mais cette nouvelle charrue est lourde et exige une puissance de traction supérieure. Elle ne peut être tirée par un seul bœuf, comme l'arère antique, mais nécessite un attelage de plusieurs animaux, souvent 4 à 8 bœufs, parfois des chevaux, lorsque le collier d'épaule fut perfectionné. Cela implique une organisation communautaire. Les paysans doivent collaborer pour constituer des attelages communs et partager les ressources. La charrue lourde ouvre alors des terres jusque-là inexploitées, transformant les campagnes d'Europe du Nord et de l'Est. Les plaines de la Germanie, de la Pologne ou encore du bassin parisien deviennent cultivables à grande échelle. Les paysans peuvent désormais obtenir des rendements bien supérieurs, car les sols argileux, une fois retournés et aérés, libèrent leur fertilité naturelle. L'introduction de la charrue lourde marque donc une rupture technologique majeure. Elle n'est pas seulement un outil agricole, mais un catalyseur de changements sociaux. Elle encourage la coopération entre villages, stimule la production et permet l'expansion de l'agriculture sur des terres autrefois vierges. Sans elle, la grande révolution agricole médiévale n'aurait jamais eu lieu. Avant le Moyen Âge central, la plupart des paysans européens pratiquaient la rotation biennale. Les champs étaient divisés en deux parties, l'une cultivée et l'autre laissée en jachère pour se reposer. Ce système garantissait la survie des sols, mais il avait une limite évidente. Seule la moitié des terres produisait chaque année, réduisant mécaniquement les récoltes. À partir du IXe siècle, dans les plaines d'Europe du Nord et de l'Est, un nouveau système apparaît, la rotation triennale. Les terres sont désormais divisées en trois parties. La première est semée en céréales d'hiver, blé, seigle. La deuxième en culture de printemps, orge, avoine, légumineuses. Et la troisième est laissée en jachère. L'année suivante, les rôles tournent, de sorte que 2 tiers des terres produisent en permanence, contre seulement la moitié auparavant. Ce changement semble simple, mais ses conséquences sont colossales. D'abord, les rendements augmentent immédiatement, car les paysans exploitent une plus grande surface chaque année. Ensuite, la diversification des cultures renforce la sécurité alimentaire. Les céréales d'hiver apportent du pain, tandis que les céréales de printemps servent à nourrir les animaux. Les légumineuses enrichissent le sol en azote et offrent une source de protéines nouvelles pour la population, améliorant l'équilibre de l'alimentation paysanne.
La rotation triennale a aussi un impact indirect sur l'élevage. Grâce à plus de fourrage produit au printemps, il devient possible d'entretenir davantage de bétail pendant l'hiver. Plus de bétail signifie plus de fumier, et donc des terres mieux fertilisées, créant un cercle vertueux qui stimule encore la productivité. Ce système, adopté progressivement dans l'ensemble de l'Europe médiévale, transforme la vie des campagnes. Les paysans, moins exposés aux famines chroniques, peuvent dégager un surplus agricole, c'est-à-dire produire plus que ce qui est nécessaire à leur subsistance. Ces surplus nourriront la croissance démographique et permettront à une partie de la population de quitter les campagnes pour rejoindre les villes. La rotation triennale n'est donc pas seulement une innovation agricole. Elle est l'une des bases de l'essor économique et social du Moyen Âge central, en brisant le cycle de sous-production qui limitait l'Europe depuis des siècles. Grâce à la charrue lourde et à la rotation triennale, l'agriculture européenne connaît une véritable transformation entre le XIe et le XIIIe siècle. Les rendements augmentent sensiblement, les sols autrefois délaissés deviennent productifs et la diversité alimentaire s'élargit. Ces progrès entraînent un phénomène majeur, une croissance démographique sans précédent depuis l'Antiquité. Entre l'an 1000 et l'an 1300, la population européenne double quasiment, passant d'environ 40 millions à près de 80 millions d'habitants. Cette croissance n'est pas uniforme, mais elle est perceptible dans toutes les régions. Les campagnes, mieux nourries, connaissent moins de famines structurelles, même si des crises subsistent lors de mauvaises récoltes. La mortalité baisse légèrement et la natalité reste élevée. L'équilibre bascule vers une dynamique de croissance. L'augmentation des récoltes entraîne aussi une sécurité alimentaire accrue. Les paysans disposent de plus de pain, mais aussi de protéines grâce aux légumineuses et à l'élevage accru. Une meilleure alimentation favorise la santé, la résistance aux maladies et donc la survie. L'Europe sort progressivement d'un état de vulnérabilité permanente. Cette prospérité agricole stimule l'expansion des campagnes. De nouvelles terres sont défrichées. Forêts, marais et landes sont transformés en champs. Les seigneurs encouragent ce mouvement, car plus de paysans signifie plus de redevances et de force de travail. De nombreux villages naissent ou s'agrandissent à cette époque, témoignant d'un dynamisme rural intense. Avec l'abondance de nourriture, une partie de la population peut se consacrer à autre chose qu'à la subsistance. C'est le début d'une spécialisation sociale. Artisans, commerçants, bâtisseurs trouvent leur place dans les bourgs et les villes naissantes. Les surplus agricoles deviennent ainsi la base de l'essor urbain et du commerce médiéval. En 3 siècles, l'Europe connaît donc une véritable explosion rurale et démographique. Sans cette transformation agricole, ni les grandes cathédrales, ni les foires commerciales, ni les premières universités n'auraient pu apparaître. La prospérité des champs nourrit littéralement la civilisation médiévale. Les innovations agricoles médiévales ne se limitent pas à nourrir davantage de personnes. Elles transforment profondément l'organisation de la société européenne. La charrue lourde et la rotation triennale ouvrent la voie à une ère de croissance économique et sociale sans précédent, depuis la chute de l'Empire romain. La première conséquence est l'apparition de surplus agricoles réguliers. Jusque-là, la majorité des paysans produisaient tout juste de quoi survivre. Désormais, les récoltes excédentaires peuvent être stockées, vendues ou échangées. Ces surplus alimentent les foires médiévales et favorisent la renaissance du commerce à longue distance. Des marchés locaux prospèrent, puis se développent des échanges régionaux et internationaux. Céréales, vins, sel, laine et épices circulent dans toute l'Europe. Ces excédents permettent aussi de soutenir une croissance urbaine. Libérés de la nécessité absolue de travailler la terre, de nombreux habitants rejoignent les bourgs et les villes. Là, ils deviennent artisans, commerçants, bâtisseurs ou étudiants. C'est dans ce contexte que naissent les grandes cités médiévales, les corporations artisanales et les premières universités. Les surplus agricoles forment donc la base matérielle de la culture urbaine et intellectuelle de l'Europe médiévale.
Socialement, cette prospérité renforce la seigneurie féodale. Les seigneurs tirent profit des redevances en nature et en argent, et ils investissent dans la construction de châteaux, d'églises et plus tard de cathédrales. L'Église, elle aussi, bénéficie de cette croissance. Les dîmes s'accroissent, permettant de financer monastères, écoles et œuvres religieuses. Politiquement, la stabilité alimentaire favorise l'essor des royaumes et des monarchies. Les souverains, mieux approvisionnés et riches de nouvelles taxes, peuvent lever des armées plus nombreuses et centraliser leur pouvoir. Ainsi, la révolution agricole participe indirectement à l'émergence des États médiévaux modernes. Enfin, sur le plan culturel, l'abondance de nourriture et la croissance démographique créent un climat d'optimisme. L'Europe du XIIe et XIIIe siècle connaît un âge d'or médiéval, marqué par la construction des cathédrales gothiques, le développement des sciences et des arts, et une confiance nouvelle dans la capacité humaine à maîtriser la nature. La charrue lourde et la rotation triennale ne sont pas de simples améliorations techniques. Elles ont été les catalyseurs d'une transformation profonde de l'Europe médiévale. Grâce à elles, des millions de personnes ont pu être nourries. Les campagnes se sont peuplées, les villes ont prospéré et les royaumes se sont renforcés. Derrière les cathédrales, les foires et les universités, il y avait toujours cette base invisible, des champs plus productifs et mieux exploités. Pourtant, cette prospérité restait fragile. Au XIVe siècle, la surpopulation, les mauvaises récoltes et la peste noire rappelleront brutalement les limites de cette révolution agricole. Mais l'élan donné par ces innovations avait déjà façonné une Europe nouvelle, plus dynamique, plus organisée et tournée vers l'avenir. La question demeure, cette révolution des champs était-elle inévitable, fruit d'un long processus d'adaptation, ou bien aurait-elle pu ne jamais voir le jour sans l'inventivité des paysans et la diffusion de ces techniques?